Il était une fois, il y a fort longtemps. Les raconteurs sur Couleur 3. Bon, ce qui compte, c'est ce que ça raconte, non ? Alors, ça raconte quoi ? Sans vouloir être blessant, ce que ça raconte, ça casse pas les briques non plus. Hein. Ça ne se raconte pas, ça s'écoute. Fermez les yeux, d'accord ? On va larguer les amarres. Les raconteurs. Franck Mater. Il s'appelle Marc Ferrario, mais tout le monde l'appelle Mandrill ou la Mandre. Hyperactif, talentueux, un peu foutraque aussi, ce Neuchâtelois de 38 ans dessine et crée des mondes qui empruntent à la fois à la science-fiction, mais aussi à l'univers fantastique de Jules Verne, avec un sens du détail qui tourne parfois à l'obsession. Et justement, la science-fiction, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec Mandrill. Science-fiction dans le cinéma, dans l'art. Est-ce que la science-fiction du passé a prédit l'avenir ? Est-ce qu'elle a inspiré la réalité ? Autant de questions que nous avons posées à Mandrill, personnage attachant et particulièrement bavard, à qui j'ai demandé de nous raconter son premier contact avec cette fameuse science-fiction. Les raconteurs sur la 3. Alors, mon premier contact avec la science-fiction, je m'en souviens très bien. Je vais avoir 4 ans. Et c'est le Lego Old School lunaire que mon frère avait construit dans sa chambre, avec donc ces espèces de plaques carrées Lego grises, avec juste dans les coins un espèce de petit décor où tu pouvais pas planter des pièces Lego dessus, avec des cratères et puis une espèce d'ambiance comme ça, topographie lunaire. Et puis pour moi, ces plaques, c'était un espace d'imagination et de créativité, parce que c'était des plateaux pour pouvoir créer des histoires. Et puis ce putain de train à piles qui déraillait tout le temps quand tu devais aller trop vite. Dans le cinéma, c'est assez complexe parce qu'il y a plein de choses qui s'enchevêtrent, mais c'est vrai que le premier souvenir, c'est avant tout la télé avec la série Star Trek Old School. Et après, je me suis vite retrouvé avec le conflit Trekkie contre Star Wars. Et j'avoue, Star Wars, ça a été la claque. L'Empire contre-attaque, pour moi, la musique, le séquençage, la diégèse de l'univers étendu, tout ça, ça m'a marqué au fer rouge. Star Wars, ce que j'aime, c'est qu'il y a toute la filiation entre les armures japonaises pour Dark Vador, pour toute la recherche, toute l'épistémologie du film. C'est ça qui m'a intéressé, parce que moi, tout de suite, j'avais cet aspect de disséquer l'œuvre. Il y a l'œuvre qui plaît aux fans, le côté cucu avec le vaisseau Lego ou Playmobil après. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment tu crées l'œuvre. Et tout de suite, dès l'âge de 10 ans, je me suis amusé à essayer de comprendre les fonctionnements d'une histoire. Et c'est vrai que Star Wars, ça a été la claque, parce que je me suis rendu compte que, indépendamment de concepts plus tard qui sont venus, comme le monomythe et tout ça, je me suis dit, il y a vraiment un moyen d'expliquer une histoire qui, déjà, ça commence, on n'est pas sur Terre. Hein. Star Wars, c'est dans un univers très lointain, et en plus, on est censé être dans le passé. Hein. Donc déjà là, je trouvais génial, parce qu'on parle de science-fiction, c'est le futur. Ben non, Star Wars, ça balance déjà une petite ambiguïté. Non, les gars, c'est très loin et en plus dans le passé. Donc déjà là, ça fait rêver. 1 heure, un sujet de discussion, de la musique. Les raconteurs. Déjà, à se barrer, on prenait la voiture, on allait à la Maison d'Ailleurs, avec encore la vieille ancienne édition de la Maison d'Ailleurs, avec cette salle Giger et puis ces aliens au plafond là. C'est un espace, une expérience de pensée qui te permet tout de suite de te projeter dans le terme est un peu pompeux, mais c'est la narratologie, quoi. Et puis l'image, l'iconographie qui correspond au texte, parce qu'il y a à lire. J'ai aussi eu le premier bouquin, c'est Jules Verne. Je remercie d'ailleurs ma grand-mère de m'avoir transmis ses livres, parce que grâce à ça m'a permis de faire fonctionner ma tronche. Et après, il y avait mon frère, l'aspect plus profane, qui est la télé, qui lui te bombarde déjà les choses tout préfait, tout pré-mâché par Hollywood.
Puis c'est ce mélange entre de réfléchir avec des gars qui écrivent des trucs intéressants et des gars qui, putain, font des maquettes de dingue et puis font des SF, enfin des FX complètement analogiques qui m'ont bercé toute mon enfance, quoi. Parce que je suis de 82, donc j'ai vraiment connu, comme avec l'évolution du jeu vidéo, cette espèce d'évolution. Moi, je vois mes élèves maintenant, ils ont tous les trucs déjà tout fait, tout beau, tout cliné en 4K. Nous, on a connu le magnétoscope et puis les bandes où ça grésillait, et puis on essayait de comprendre comment ils ont fait ça, quoi. J'ai commencé à dessiner des paysages de science-fiction, je pense, depuis toujours. C'est-à-dire qu'au lieu de copier comme mes potes dessinaient leur maison et puis papa, maman à côté, moi je dessinais papa, maman, mais la maison bizarre qui aurait pu être sur la Lune. Donc tout de suite, j'ai été déjà, on va dire, dans une dimension hétéroclite du discours et de la représentation du réel. J'ai toujours voulu, dès le début, dès l'âge de, je pense, 4-5 ans, je ne dessinais pas les dinosaures. Je vais dessiner des dinosaures carrément maintenant avec, par exemple, des appuis robotiques. Donc c'était déjà le transhumanisme dinosaure. C'était pas juste dessiner ce que je recopiais. Je voulais amener toujours une dimension supplémentaire. À toute proportion gardée, tu restes un gamin de 8 ans ou de 5 ans, tu fais des trucs un peu maladroits, mais il y avait déjà cette volonté d'aller plus loin que la simple représentation du réel, ce qui est la définition même de la science-fiction. La science-fiction, effectivement, c'est une partie ontologique de mon parcours. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avant de parler de science-fiction, on parle aussi de science sociale. Parce que tu définis beaucoup plus ton époque dans laquelle tu vis quand tu es dans une dimension historique. Par exemple, les gens qui ont observé Mars, qui ont commencé à avoir le concept de martien. Tu prends l'italien que j'aime beaucoup, qui est Giovanni Schiaparelli. Il a observé Mars. Mais en fait, quand il observe Mars, il en dit beaucoup plus sur son époque. Parce que c'est lui, Schiaparelli, qui a donné tous les noms des océans et des canaux que tu vois sur Mars avec son télescope tout flou à l'époque. Mais vu qu'il voit des canaux, il se dit quoi ? Les grandes civilisations font des canaux, parce que pour l'époque, il y avait le canal de Panama qui se construisait. Donc le type, il se dit quoi ? Mais bordel, c'est génial. Il y a une civilisation qui fait comme nous. Donc tu vois, un mec qui parle des extraterrestres, parle beaucoup plus de son époque que de parler vraiment des extraterrestres. C'est beaucoup plus intéressant de se dire, c'est comme les machines volantes et toute cette effervescence du 19e siècle avec des espèces d'objets zeppelins ou futuristes, débiles, fusées années 60, où tu prends du 19e jusqu'au début des années 60, toute cette effervescence des machines volantes, c'est l'idée de croire que chaque humain pourra avoir son petit véhicule. Ça pose problème parce que ça montre plus comment on pensait le passé. Maintenant, imagine, depuis 2002, depuis les attentats, c'est vrai qu'on n'a pas tellement envie que chaque personne peut avoir un objet volant. Alors, ça a changé. Maintenant, des objets volants qui t'apportent des choses, oui, il y aura des Uber, drones. C'est totalement une autre configuration. C'est plus du tout la projection que les gens se faisaient dans le passé correspond au présent qu'ils avaient. Maintenant, on pense le futur autrement, par les événements de cette... En fait, quand tu fais de la science-fiction, tu fais des sciences humaines, en fait. C'est ça, la grande marotte. Tu dois tout prendre en note. Chaque idée. Tout ce qui te passe par la tête. C'est par la pensée même que l'on passe au prochain palier. Par exemple, moi, je te parle en futur. Et tu m'entends bien. Si tu failles à cette simple action, tu n'avances plus. Tu restes pris dans le présent. Entre deux épisodes. Alors il te faut un pharmacien. Ils ont des trucs pour ça, mais c'est dangereux. La bonne science-fiction, c'est celle qui parle du passé, parce que comme les gens qui font ce qu'on appelle une science bizarre, la futurologie, ça fait très Bogdanov, hein. On parle plutôt de prospective, ça vient de l'anglais, le future research, qui veut rien dire en français. Quand tu parles du futur, tu dois en fait aller autant proportionnellement dans le futur que tu dois aller dans le passé pour le comprendre. Si tu veux parler dans un siècle, il
il faut que tu comprennes tout ce qui s'est passé il y a un siècle avant. Et là, tu construis une dialectique entre ta propre culture et la spéculation que tu veux envoyer sur, je sais pas moi, le transhumanisme par exemple. Alors, le transhumanisme, c'est maintenant la grande marotte que Google nous vend avec ce storytelling qui correspond à cette augmentation du corps. Moi, personnellement, je vois un transhumanisme complètement à l'inverse de cet effet augmenté. Je pense au contraire que on va arriver à un stade où la dégradation du biologique va être telle, entre les perturbateurs endocriniens et puis les problématiques donc de pollution et de rémanence chimique pour tout type d'organisme, mais nous on va en payer le prix, 5G, consorts, va être qu'on devra en fait se customiser, mais non pas pour être plus puissant comme le fantasme qu'on a de voir, qui correspond à notre époque, hein, le fantasme de nous voir plus puissants. Non, moi je pense que l'avenir ce sera plutôt d'essayer de compenser puis de retrouver ce que nos ancêtres avaient pu être, c'est-à-dire déjà rien que problème de stérilité. Donc on devra se retrouver à devoir augmenter notre spermatogénèse, hein, c'est plutôt nous qui on prend cher avec ces perturbateurs endocriniens. Bon, les femmes aussi avec leur cancer du sein, mais il faut imaginer que c'est plutôt essayer de compenser tout ce qu'on est en train de perdre que d'augmenter une espèce de niveau moyen. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est la grande phrase de Kaczynski, c'est que les bons côtés de la technique ne peuvent être séparés des mauvais. C'est que bien sûr qu'on va avancer, mais plus, ça c'était la phrase de ma grand-mère, plus on progresse et plus on régresse. Et moi je pense qu'on devra énormément compenser l'aliénation, et ce transhumanisme n'est qu'une petite partie du soft power que Orwell ou Huxley ont très très bien décrit. Les raconteurs, on est toujours avec Marc Ferrario, illustrateur de Neuchâtel, artiste spécialisé dans la science-fiction. La science-fiction qui peut se targuer parfois de prédire l'avenir. Mais est-ce qu'elle a prévu ce qui nous arrive en 2020, Marc ? Alors dans les romans d'anticipation, les artistes, par leur pensée disruptive, vont beaucoup plus loin que, justement, je te parlais des prospectivistes ou des futurologues. Parce que la pensée, c'est d'aller chercher autre chose. La pensée, comme disait Bernard Stiegler, c'est bifurquer. Or, les futurologues, eux, ils s'emmerdent avec des algorithmes et des trucs de maths qui sont peut-être très bien dans la collection de données, mais qui n'apportent pas le saut quantique, quoi, le dérapage. Un auteur parle de dérapage. Et effectivement, parler du futur, c'est parler du dérapage possible. Parce que bien sûr, science-fiction, c'est quoi ? C'est l'aspect positif d'imaginer conquête sur Mars, vie prolongée, un transhumanisme peut-être intelligent et prospère, mais c'est aussi destruction du monde vivant. À peu près 26 000 espèces par année disparaissent. Au niveau du biotope, c'est une catastrophe. Donc effectivement, ça donne un substrat de théorie, de scénario intéressant. Après, retour vers le futur, au niveau de l'Amérique chaotique, trumpisto, on va dire libérale, est effectivement une vision complètement juste. Le mec, il a chopé. Ce qui est très drôle, c'est de voir que tous ces films qui ont parlé du futur un peu dégénéré, comme par exemple Idiocratie ou Retour vers le futur, tous ces films n'avaient pas dans leur concept l'idée des réseaux sociaux. Donc moi je pense qu'on est encore pire que dans Retour vers le futur, c'est-à-dire que Retour vers le futur c'est encore assez soft, on a la télé débile, on a les émeutes, mais
je pense pas que l'auteur aurait pensé aux problématiques donc de l'aliénation de notre jeunesse. J'ai l'impression de parler comme un vieux con, mais quand je vois mes jeunes, quand je vois mes étudiants scotchés derrière leur TikTok, je veux dire, c'est une machine démoniaque qu'on pourrait imaginer dans un roman d'anticipation. Je veux dire, les gars, ils vont être complètement détruits. Et puis, toutes les questions après d'intersectionnalité, de séparation du corps social, où on veut absolument maintenant créer en fait plus de problèmes qu'autre chose, en voulant mettre en avant les minorités. Enfin, ça, c'est des sujets que même les pires idées un peu de l'époque, des années 2000, ou même des années 80 pour Retour vers le futur, n'avaient pas pensé, quoi. Donc, on pourrait imaginer qu'on pourrait refaire des romans d'anticipation encore plus hardcore que ce qui avait été proposé avec juste le chaos, dans le pire des cas, la Terminator, quoi. Je pense que ces auteurs qui ont cette vision apocalyptique est une vieille résonance de notre univers judéo-chrétien. Les raconteurs, de quoi on parlait ? Parce qu'effectivement, souviens-toi la gravure de Dürer, les 4 cavaliers, le premier, Épidémia avec l'arc, le deuxième avec le sabre, la guerre, le troisième, famine avec la balance vide, et le dernier, cavalier, qui est morbide au possible, avec un cheval complètement squelettico-morbide, cadavérique, qui représente la mort. Donc cette idée que le futur va être, d'une certaine façon, une collapsologie totale, elle est même dans un principe, dans un substrat théologique de notre culture. Maintenant, ce qui est assez hallucinant, c'est que le discours scientifique, qui devrait être l'opposé de la foi, que la raison va maintenant donner les lumières, et non, en fait, on arrive que dans les deux cas, que ce soit un fondamentaliste évangéliste soin cramé du cerveau, ou un scientifique, regarde certains, pour moi les 7 plus grands scientifiques au monde en physique quantique, quand tu leur demandes de parler d'environnement, ont un discours des plus pessimistes. Donc quand ces deux discours se rejoignent, on a j'appelle ça une apocalypse laïco-opérative. Apocalypse parce que j'emploie le terme de théologie, mais opérative dans un sens scientifique. On a maintenant un récit scientifique du chaos. Couleur 3. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. Aujourd'hui, dans Les Raconteurs, on est avec Mandrill. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas, et là je rejoins un peu Pierre Rabhi, on n'a pas un discours de réenchantement. C'est-à-dire qu'on nous envoie toujours le futur avec soit un irénisme total en imaginant qu'on ira mieux, mais par une surcapitalisation, c'est-à-dire que c'est le modèle qu'on a maintenant, mais au carré, donc c'est les utopistes, où on imagine le chaos. Mais il n'y a pas un entre-deux.
Parce que c'est vrai qu'un mec qui va planter des asperges et des patates en Ardèche en autonomie totale, routes, permaculture, ça vend pas du rêve au niveau littérature et romans d'anticipation. Et il n'y a pas un discours de la resingularité sur une démassification. On n'a que l'aspect massification, système génial, on va maintenant être tous pucés, regardez Elon Musk dans quel univers il nous embarque, avec réalité augmentée, Internet connecté au cerveau. Donc on ajoute au principe. On rajoute toujours de la complexité au principe. Donc d'une certaine façon, paradoxalement, c'est du désordre, donc c'est de l'entropie. On n'a pas un discours de négantropie. Et la négantropie, c'est la vie. La vie lutte contre le principe anthropique. La vie, c'est la chaleur, déjà par définition, et l'entropie, c'est le froid. Donc on fait que de rajouter du froid, et puis on croit que ça va aller. Mais ça va que faire... le résultat, c'est le choc thermique. C'est qu'à bout d'un moment, le verre, il pète. Il n'y a aucun discours en science-fiction, ou bien sûr qu'il y en a, mais c'est pas du tout des trucs qui plaisent. C'est pas Netflix qui va te faire une série là-dessus, quoi. Il n'y a aucun discours de réenchantement du monde et de revalorisation. Il n'y a aucun discours de revalorisation de l'intelligence collective, par exemple. Alors il y a Bernard Stiegler, paix à son âme, parlait du logiciel libre, comme quoi le futur peut aussi nous apporter des outils, Wikipédia et entre autres, des outils comme ça entre autres, pour essayer de remonter le niveau, de recréer du lien. Parce qu'il n'y a pas de lien là. On croit qu'il y a du lien, mais on n'a jamais eu autant peu de liens. Il y a des émissions de bouffe, mais on n'a jamais autant mal bouffé. Il y a du porno partout, on n'a jamais eu, alors d'autant plus actuel maintenant avec les hashtags MeToo, autant de problèmes à la drague et à la rencontre humaine. Donc c'est un paradoxe, c'est-à-dire que plus on montre le principe et plus on le cache. C'est presque de l'ésotérisme au final maintenant, mais je vais pas aller sur ces voies-là, parce que là je vais être un hors-sujet. Les raconteurs sur Couleur 3. Ce que je pense par rapport à cette domination de franchise des super-héros sur l'univers spéculatif et l'expérience de pensée qu'est la science-fiction est assez dramatique. Parce qu'au final, on essaye maintenant de chérir un peu la génération Y, dont je fais partie, qui ont des moyens, donc entre ma génération et la tienne, enfin juste entre la génération Y et les boomers. Et cette génération, eux, ont un pouvoir d'achat. Et puis maintenant, en plus, il y a les Chinois qui, eux, consomment beaucoup de films. Donc on va essayer de leur faire des trucs très simples, très digestes, pré-mâchés, j'ai envie de dire pré-chiés, mais voilà, ça doit passer tout seul.
c'est pas de la science-fiction complexe. Il y a des espèces de météores comme ça, le terme est un peu technique, mais des coruscations d'histoires très pointues, comme la série Dark sur... je sais que tu l'as maté, je sais que tu as aimé ça, Francky, donc c'est pour ça que je t'en parle. Il y a tout d'un coup des petits sauts, des sursauts d'intelligence qui nous font des scénarios, mais du coup hyper complexes, et tu perds la moitié des personnes. Moi, ce qui m'énerve dans ces franchises Marvel, c'est qu'on va taper le fer là où il est chaud, mais d'une mauvaise chaleur, d'une chaleur infernale, de bêtises. Je suis un peu méchant, mais oui, maintenant on a quoi ? On a des gens qui vont recycler des préquels de ce qui avait déjà marché. Donc au niveau de la création, c'est pathétique. Et puis encore pire, on va retrouver maintenant des gens qui vont, parce qu'ils sont très connus, recycler ce qu'ils avaient fait, mais qu'ils n'avaient pas pu faire à l'époque. Donc dans le meilleur des cas, on avait un vieux truc qui avait marché, on fait pas son préquel, mais on fait une version parce qu'on a gardé des rushs, qu'on remasterise et on fait en version HD. Alors là, c'est pas un exemple de science-fiction, mais je te parlais de Coppola qui va refaire son Parrain 3. Enfin, et ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'au final, on ne crée pas de science-fiction. Au lieu d'avoir un espace de pensée gigantesque et infini, on fait une ligne directrice totalement mainstream et trendy qui va à l'encontre même de ce que peut être la pensée novatrice qu'avait un Jules Verne. On parle de choses importantes. Les raconteurs. Parce que tout est encore à faire et paradoxalement, on fait ce qu'on sait faire. Tu vois, Jules Verne, je prends cet exemple. Les montgolfières étaient une invention qui avait même pas 100 ans. Et il a pu, en utilisant ça, faire un truc incroyable. C'était les balbutiements de la machine à vapeur et surtout, tout était encore à faire pour l'automobile. Toute proportion gardée, notre génération, c'est ça, avec Internet, qui est maintenant notre base, comme les ballons pour Jules Verne, le moyen de communiquer. Souviens-toi la phrase des frères Montgolfier, sic itur ad astra. C'est ainsi que l'on s'élève vers les étoiles. Et je donnais l'exemple de la machine à vapeur et des voitures. Nous, on a le transhumanisme et l'intelligence artificielle, qui sont comme Jules Verne à ses débuts par rapport à donc l'automobile. Et donc nous, on doit faire plein de choses. On doit penser le monde avec ces outils. Et puis Internet, c'est la communication, c'est l'équivalent des ballons. Mais le ballon est percé pour nous. Parce que maintenant, il y a des telles pressions au niveau du marché qui nous demandent de faire des trucs simples et pré-mâchés, je te disais, parce que maintenant, en plus, le marché, c'est la Chine. Maintenant, c'est le marché où il faut surtout pas froisser les gens. Il faut surtout faire très attention avec ce qu'on va dire. C'est l'antithèse même de la création. La création, c'est pas une recette qu'on applique. Il n'y a pas de recette. C'est pas, il faut présenter les minorités. Regarde pour les Oscars, maintenant, le but, c'est d'avoir, ce qui va être mis en avant, c'est les films qui vont nous présenter des minorités. Mais, bordel, on n'est pas dans un parti politique. Un film ne doit pas faire une audience pour des votations. Un film, c'est, justement, comme je disais, la pensée, c'est bifurquer. Et là, on va tout droit. On va tout droit dans quoi? Mais dans un espèce de alors, soit dans un néant, ou alors un mur concret de bêtises. C'est un peu l'antithèse mais c'est la face opposée de la même pièce. C'est le néant et le mur, à la fois. Tout ça pour dire que j'ai maintenant quand même beaucoup de plaisir, malgré tout, à regarder, parce que moi je suis un dessinateur, il y a quand même au niveau de l'innovation, du dessin, des trucs qui se passent, il y a une standardisation,
Mais en même temps, je remarque qu'il y a tellement de personnes qui font du dessin qu'il y a quand même forcément des choses magnifiques qui se font. Mais il faut chercher. En fait, on devient... Moi, j'appelle ça le problème d'Internet. C'est-à-dire que maintenant, avec Internet, il y a tout qui est disponible. Mais en même temps, il n'y a rien qui est concret. Et puis, il y a tout le goût. Il y a tout qui est sucré. Mais c'est pas du vrai sucre, c'est de l'aspartame. Donc, c'est le problème. Donc, voilà, c'est Internet. Il faut devoir chercher. Et c'est ça qui est beau, parce que moi, c'est ma vie d'aller chercher les choses. Mais il y a tellement de merde quand tu cherches. C'est que tu te fais tellement polluer que tu perds espoir. Et puis de temps en temps, tu trouves une pépite. Alors je te parlais de Dark par exemple sur Netflix. Mais les pépites, il me semble que c'est comme si le terrain devient de plus en plus rare. Et puis est-ce qu'on abandonne la mine parce que maintenant c'est considéré comme plus rentable d'y chercher des pépites ou pas? J'en suis un peu là. Je me demande si je vais pas mettre le panneau abandonné, quoi, ou abon comme on a en Suisse. Les potes français disent mais c'est quoi abon? Voilà, moi je vais mettre un panneau abon sur le magistère culturel. Les raconteurs. Franck Mater. Alors non, n'abandonne pas Mandrill, ce serait dommage de perdre un talent comme le tien dans ces méandres de l'art commercial. Mandrill, un artiste que vous pouvez découvrir sur le net sur www.mandrill.ch. C'était Les Raconteurs, une émission réalisée aujourd'hui par Litchi Lopez, programmation musicale Florence Alazi. Couleur 3. Couleur 3. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch.